Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine hebdomadaire, désormais Smart Education, un magazine dédié aux nouveaux métiers, aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, également aux technologies, nouvelles technologies de l'éducation. Comme chaque mois, désormais, nous faisons un focus sur une actualité du monde éducatif. Aujourd'hui, les classements. Et en ce début d'année scolaire, ils s'enchaînent. Le classement du Financial Times, le QS World Ranking, le The Times Higher Education et évidemment le classement de Shanghai, tous des indicateurs de référence censés juger du niveau des universités dans la compétition mondiale. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Jean-François Perrat, vice-président pilotage de l'université Paris-Saclay. Il est avec nous parce que pour la 4e année consécutive, elle est classée dans le top 20 à la 15e position, très précisément en 2023. Bonjour Jean-François Perrat. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Education. Vous étiez déjà classé 16e l'année dernière. Comment vous êtes arrivé à prendre une place en un an? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question. En fait, comme vous le savez probablement, ces classements peuvent varier de façon, je dirais, significative ou pas. Et en fonction notamment des critères d'évaluation, vous pouvez avoir des variations mineures ou majeures qui font que... Qu'une année on est 16e, qu'une autre année on est 15e. C'est d'ailleurs pour ça que je le répéterai toujours, que l'objectif de l'Université Paris-Saclay, c'est pas de viser une place, c'est d'être dans le top 20. Que vous soyez 15e, 10e ou 19e, ça n'a pas vraiment une signification très très forte. J'en ai cité quelques-uns en préambule de cette émission, quelques autres classements. Est-ce qu'il y en a un que vous regardez le plus ? Alors, l'Université Paris-Saclay a fait un choix parce qu'il est clair que, comme vous le disiez, vu le nombre de classements qui fleurissent chaque année, on n'a pas, je dirais, matériellement les bras pour répondre à ces classements-là. Donc on a fait un choix, effectivement, de répondre à ceux que nous considérons comme les principaux classements, à savoir ceux que vous avez cités, QS, THE, le classement de Leiden aussi, bien que ça ne demande pas beaucoup de travail, parce que Leiden, effectivement, est un classement un petit peu à part dans le monde du classement, et QS, THE, Leiden et Arvu. Voilà. Est-ce qu'il y a une forme de pression, même assumée, auprès des équipes, peut-être, de rester en bonne position chaque année? Comment ça se passe au sein de Paris-Saclay? Non, il n'y a pas réellement de pression. Vous savez, ces classements-là, comme le dit Estelle Iacona depuis longtemps et Sylvie Retailleau auparavant, ce sont des indicateurs. C'est un baromètre et c'est encore une fois le reflet de ce qui se passe sur le terrain. Donc la pression, on ne se la met pas. C'est pas je dirais, une boussole pour nous permettre de piloter notre université. Néanmoins, le gros avantage, c'est que c'est une reconnaissance internationale et nationale, bien évidemment, qui nous est très utile. Et puis, on a tous besoin de reconnaissance dans le travail que nous faisons et nos collègues sur le terrain, autant que les autres. On verra en quoi il vous est utile, évidemment. Jean-François Perrat, il est important pour qui, ce classement, au sein de Paris-Saclay? Il est important pour vous? Il est important pour les enseignants? Je pense, alors c'est mon avis personnel, bien évidemment, mais je pense qu'il est important pour tout le monde. Parce que, bien évidemment, on peut faire sans les classements. Encore une fois, les classements, c'est un petit plus. C'est la cerise sur le gâteau, on va dire ça comme ça. Mais le fait, effectivement, d'avoir cette reconnaissance internationale, comme je le disais, sur un travail que nous faisons depuis un petit moment maintenant, qui est cette concrétisation justement des idées politiques et scientifiques au niveau large, je dirais, c'est une reconnaissance qui est, je pense, intéressante et qui renforce aussi l'identité au sein de l'établissement. Cette position, ce classement, il vous honore? Est-ce qu'il amène aussi son lot de responsabilités? Bien évidemment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce que je viens de vous dire est vrai, à savoir que c'est le reflet de ce qui se passe sur le terrain, nous, en tant que politique, nous sommes tenus, bien évidemment, que ça reste comme cela. Et je pense que tous nos collègues souhaiteraient aussi rester dans cette optique-là. Donc oui, ça amène certaines responsabilités, le fait de maintenir ce classement à plus ou moins X places, comme je vous le disais tout à l'heure, mais il faut qu'on soit dans ce classement de manière significative. Donc des classements privés, des classements publics, ce classement de Shanghai très précisément, quels critères il prend en compte? Ils sont, je crois, davantage fondés sur la recherche que véritablement sur la formation. Oui, tout à fait. Alors en fait, vous avez un certain nombre de critères, notamment un critère sur ce qu'ils appellent les awards. Donc en fait, la reconnaissance des prix Nobel et des médailles Fields, que ce soit ceux qui sont issus des étudiants de l'établissement ou ceux qui sont présents dans le staff de formation au Tenté. Vous avez aussi effectivement beaucoup d'axes d'orientation vers la publication, les publications générales, je dirais, de manière globale, mais aussi des publications dans des journaux qui sont estimés les plus importants, comme Science et Nature.
Et vous avez également, au sein de ces critères de publication, ce qu'ils appellent les highly cited, c'est-à-dire les chercheurs qui sont les plus cités dans les 10 ans et qui, effectivement, est directement un reflet de la performance en recherche. Vous avez aussi d'autres petits critères, notamment, je dirais, un petit peu correctifs sur la taille de l'établissement. D'accord. Pourquoi ces critères, ce classement alimente aussi parfois les critiques ? Jean-François Perrat. Écoutez, je pense que de toute façon, il n'y a pas de classement idéal. Ouais. Ça, c'est clair. Donc forcément, vous avez THE et QS, par exemple, qui sont beaucoup plus portés, eux, sur la réputation de l'établissement de manière générale, et particulièrement vis-à-vis du monde de l'employment, des employeurs. Et puis, vous avez, je dirais, Arvu, qui est plus vraiment spécialisé sur la recherche en tant que telle. Après, on peut contester de toute façon systématiquement les critères qui sont choisis. Mais après, il faut prendre encore une fois ces classements comme ils sont et comme tels, et donc faire la part des choses, quoi. Quelles sont les retombées alors, puisque vous disiez il nous est utile tout de même ce classement de Shanghai, celui-là parmi d'autres. Quelles sont les retombées concrètes d'une place dans le top 20, en l'occurrence la 15e position, dans le classement de Shanghai. Je ne sais pas, sur l'attractivité, vous allez nous dire en quoi il est utile aussi ce classement pour vous. L'attractivité, je vais parler dans un premier temps des étudiants. On a vu une augmentation du nombre de demandes et d'inscrits chez nous, notamment au niveau des licences et des UT, une augmentation de près de 12%, quelque chose comme cela. Que vous arrivez à lier directement avec le classement ? Oui. Enfin, c'est peut-être plurifactoriel, mais le facteur principal, c'est ça. 20% en master. Donc voilà. Après, il y a aussi pas mal de gens maintenant qui choisissent notamment les doubles licences sur le sol de Paris-Saclay, plutôt par exemple qu'une classe préparatoire aux grandes écoles. Donc voilà, c'est quelque chose au niveau étudiant qui a un impact fort, ça c'est indéniable. Sur les étudiants internationaux aussi ? Oui, bien sûr, tout à fait. Et notamment sur des étudiants chinois, par exemple, ou qui viennent du Maghreb. Donc voilà, donc ça c'est le premier point au niveau de la formation. Maintenant, il est clair aussi qu'au niveau privé, au niveau de l'industrie, ça a forcément un impact fort, et ça nous a amené aussi, je pense, un rapprochement, c'est ce qu'on cherchait aussi à faire avec le groupement Paris-Saclay, bien évidemment, vers justement le monde de l'entreprise. Et le fait effectivement d'être connu internationalement dans le top 20 à Arbu par exemple, je dirais les investisseurs de manière générale n'y sont pas insensibles, ça c'est clair. Expliquez-nous comment ça se concrétise, de quel lien, quelle forme de lien vous parlez avec les entreprises ici. La chose, parce que vous parlez d'investisseurs aussi. Oui, tout à fait. En fait, le groupement Paris-Saclay, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, c'est aussi de faire le lien entre la science fondamentale et l'appliquée, et donc l'innovation. Et cette innovation, justement, de par le fait que nous sommes 15e sur Arvu, eh bien, les entreprises nous regardent certainement d'un autre œil qu'auparavant. Et donc, les collaborations avec l'industrie commencent à se concrétiser de plus en plus. Et donc, on perçoit cette augmentation par justement cette attractivité-là. Comment ce classement permet aussi ensuite, puisqu'on le disait, très axé sur la recherche, de pousser, de galvaniser le travail des chercheurs justement au sein de Paris-Saclay ? C'est un petit peu ce que je vous dis, enfin en tout cas c'est mon ressenti personnel, c'est en tant qu'ancien chercheur, c'est-à-dire que la reconnaissance est nécessaire à mon avis pour chaque humain dans son travail. Et mes collègues sur le terrain en ont besoin autant que les autres, sans en faire un leitmotiv, mais je veux dire par là que le fait que ce travail-là soit reconnu de manière nationale et internationale, c'est toujours un plus, et je pense que c'est un facteur très motivant. En plus, bien évidemment, on bénéficie aussi de cet effet d'attractivité, notamment dans la recherche de financement, dans le montage, je dirais, des projets scientifiques qui sont permis notamment par ce regroupement avec une proximité des différents domaines, puisque maintenant, si vous voulez faire un domaine scientifique, si vous le faites monodomaine, c'est même pas la peine d'y songer. Et donc, c'est transversal, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est cette transversalité dans ce projet que nous avons créé, eh bien, porte ses fruits, et donc voilà, c'est multifactoriel. Quels sont, vous diriez peut-être qu'on va revoir la liste des critères physiques, statistiques notamment, quels sont aujourd'hui les points forts de l'université Paris-Saclay? Il y en a pas mal. Je pourrais peut-être pas tous vous les citer et mes collègues me pardonneront, mais c'est sûr que les points forts, réellement très forts de l'université Paris-Saclay, c'est principalement les mathématiques et la science physique. Mais nous avons aussi... Et c'est le cas depuis plusieurs années. Oui, depuis plusieurs années. Après, le but du jeu, c'est aussi d'être dans le top 5, top 10. On ne vise pas nécessairement des places très hautes. Après, vous avez la science du climat, vous avez l'agriculture, c'est très diversifié en fonction, justement, et c'est le reflet de la polyvalence de notre université.
Depuis votre venue sur notre plateau l'année dernière, est-ce que les orientations en matière stratégique de recherche, elles ont changé, elles ont évolué? Qu'est-ce qui s'est passé en un an? Vous savez, la politique de regroupement initiée par le gouvernement est une très bonne chose. Du moins si on se place au niveau des classements. Maintenant, il faut savoir que ça amène une certaine lourdeur, hein, un regroupement tel que nous le faisons et comme d'autres collègues le font en France. Le but est tout à fait louable et moi j'en suis convaincu. Maintenant, ça amène un certain nombre de problèmes qui amènent forcément une certaine inertie. Donc là, on commence, comme je le disais l'année dernière, à voir les concrétisations justement sur le terrain. Il faut nous laisser un petit peu de temps. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes en train de travailler sur la sortie de l'EPE, de l'établissement public expérimental, qui aura lieu en 2025. Donc ça aussi, ça nous prend pas mal de temps. On souhaite, tout du moins au niveau de la présidence, avoir ce statut de grand établissement qui nous permettrait d'être un petit peu plus stable au niveau de nos institutions. Vous voyez horizon moyen terme? Pour le moment, oui. Après, sur d'autres thèmes comme la recherche, comme je vous l'avais dit l'année dernière, la pérennisation de cette recherche sur de longues périodes, c'est ce que nous initions également. Mais il ne faut pas se leurrer. Pour que nous y arrivions, ça veut dire qu'institutionnellement, il faut qu'on soit un petit peu plus stable. Et donc, voilà, pour l'instant, le gros du travail, c'est sur la sortie de l'EPE. Je me permets de vous poser cette question, Jean-François Perrat. Je ne l'ai pas posée pour l'instant parce que l'idée, c'était de parler de Paris-Saclay, des universités françaises. Une petite question tout de même. Comment vous expliquez qu'année après année, ce soit les Américains qui dominent ces classements-là? Un mot là-dessus quand même. Déjà, il faut savoir que, je vous apprends rien, les USA sont un pays très grand, la population est bien supérieure à la nôtre, ils sont plus de 300 millions, et donc forcément, chaque État s'enorgueillit à avoir ses propres universités. Il faut savoir aussi que le gouvernement des États-Unis met énormément d'argent publiquement, j'entends. Et je ne parle pas bien évidemment de l'investissement privé qui est extrêmement fort. Il faut savoir par exemple que les dons qu'a reçu Harvard cette année, c'est à peu près notre subvention pour charge de service public. Voilà. Alors même si ces fonds sont fléchés sur des domaines, on ne joue pas dans la même cour. Voilà. Donc voilà. Donc les Américains ont un système qui fait pour le moment tout du moins foi. D'ailleurs le classement de Shanghai provenant de Chine a été fait pour se comparer justement à ce système américain. Et donc voilà. Pourquoi les USA? Parce que c'est des gens qui, au niveau de la recherche, sont très forts et parce qu'ils ont les moyens de le faire aussi, chose que nous n'avons pas forcément au même niveau. Il nous reste quelques secondes, Jean-François Perrat. C'est une question que je pose à tous mes invités cette année sur ce plateau. Vous pouvez répondre très rapidement, voilà, en une ou deux phrases. Quel est votre modèle éducatif idéal? Voilà, s'il y en avait un. Je vais paraître très prétentieux, mais je pense que le nôtre n'est pas si mal que ça. Encore une fois, avec ces deux piliers sur l'international et sur le territorial. Et je pense que ce modèle français, avec des frais d'inscription qui ne sont pas très élevés et qui permettent justement une éducation assez large, voilà, c'est un modèle qui peut faire tout à fait foi et qui, visiblement, de par les résultats que nous avons, parce que nous avons aussi gagné pas mal de places, notamment dans THE, 35 places cette année, montre que, voilà, il y a possibilité de faire quelque chose avec un modèle différent. Merci beaucoup Jean-François Perrat d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Education. On était ravis de vous recevoir, vice-président pilotage de l'université Paris-Saclay. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.